Mes parents se sont moqués de mon entreprise de construction dans un garage, disant que je ferais faillite en 6 mois. Mais quand elle a remporté un contrat de logement de 900 millions de dollars, ma sœur a appelé. Rentre à la maison à 20 heures. Apporte le contrat. Je suis arrivé. Le garage faisait 11 pieds de large sur 14 pieds de long. Je l'ai mesuré le premier matin. Car le camion que j'avais loué pour transporter des cloisons sèches mesurait 13 pieds et 8 pouces. Et je devais savoir s'il passerait. C'était le cas, avec 4 pouces de marge côté passager, et rien du tout côté conducteur. Je suis sorti en grimpant par la benne. C'était à la fois le bureau, l'entrepôt, et la salle de pause. Le loyer était de 400 $ par mois, payé au propriétaire du magasin de pneus en façade, qui m'avait dit que je pouvais utiliser l'espace tant que je ne bloquais pas ses clients. Il était inondé chaque fois qu'il pleuvait fort, peut-être une fois par mois. Et je gardais une raclette et un seau près de la porte. Car le siphon d'évacuation se trouvait 2 pouces plus haut que le sol du côté haie. Personne ne l'avait conçu comme ça. En fait, personne ne l'avait conçu du tout. Les murs étaient en tôle ondulée, qui craquaient et claquaient lorsque le soleil de l'après-midi tapait dessus. Et en décembre, le froid s'infiltrait si vite que je pouvais voir mon souffle dès 7 heures du matin. Ma mère est passée devant une fois, durant la première semaine. Elle a ralenti juste assez longtemps pour regarder, à travers son pare-brise, le panneau peint à la main que j'avais cloué au-dessus de la porte de garage. Et puis, elle a continué sa route. Elle ne s'est jamais arrêtée. En 8 ans, aucun de mes parents n'a franchi cette porte. Je m'appelle Marin Voss. J'ai 34 ans. Je possède une entreprise de construction qui emploie 140 personnes, et il y a 2 semaines, nous avons obtenu le rôle d'entrepreneur général principal sur un projet de développement de logements abordables de 900 millions de dollars. En plusieurs phases, le plus grand contrat de travaux publics de l'histoire du comté. L'annonce est parue dans le journal des affaires un mardi. Le jeudi, ma sœur Adrienne m'avait appelé pour la première fois en 5 mois et m'avait dit 7 mots. Rentre à la maison jeudi à 20 heures. Apporte le contrat. Elle n'a pas dit « Félicitations ». Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit « Apporte le contrat ». De la même manière que quelqu'un vous demande d'apporter un plat à un repas partage. Comme si c'était déjà un peu le sien. Comme si les 900 millions avaient une place à table et qu'elle était en train de la préparer. Mais je dois revenir 8 ans en arrière, car l'histoire du contrat commence à une table de cuisine. Une table qui n'a rien à voir avec la construction et tout à voir avec le genre de famille qui décide qui compte. Avant même que vous ayez l'âge de voter. Il y a 8 ans. Je me suis assise à la table de la cuisine de mes parents un dimanche soir et j'ai demandé à mon père. Hollis, un prêt de 15 000 $, assez pour souscrire une assurance responsabilité civile. Louer le garage pour une année entière, et verser un acompte sur un deuxième camion. J'avais un business plan imprimé sur 6 pages. J'avais 3 contrats signés pour des rénovations résidentielles. J'avais un certificat professionnel en entrepreneuriat général que j'avais obtenu à 24 ans. Après 2 ans de cours du soir tout en travaillant dans la démolition pendant la journée. Je n'avais pas de diplôme. Adrienne avait un diplôme en administration des affaires d'une université d'État. J'avais un équivalent du bac et une boîte à outils. Mon père avait des opinions bien arrêtées sur ce qui, de tout cela, comptait le plus. Nous étions 6 à cette table, moi, Hollis, ma mère Beverly, Adrienne, son mari Neil, et Gloria. Une amie de mes parents depuis 30 ans. Qui était assise au bout de la table avec un verre de vin et une assiette à peine touchée. Gloria a 64 ans maintenant. Ce soir-là, elle en avait 56, et elle n'a rien dit. Elle est restée assise là à écouter. Pendant que mon père me regardait comme si j'étais une fuite sous l'évier. Un problème évident qu'il avait déjà décidé ne pas valoir la peine de réparer. Un garage? Tu lances une entreprise dans un garage? Tu étais incapable de garder un job d'été pendant 3 mois à 16 ans. Et maintenant? Tu vas diriger une entreprise de construction? Ta sœur a un diplôme. Elle a des investisseurs qui s'intéressent à son terrain. Toi? Tu as un camion que tu peux à peine te payer et un bâtiment qui est inondé chaque fois qu'il pleut. Tu feras faillite en 6 mois.
Et quand ce sera le cas? Ne viens pas me demander de te renflouer, parce que je ne jette pas l'argent dans des gouffres. 6 personnes ont entendu ça. Gloria a reposé son verre de vin si lentement qu'il n'a fait aucun bruit. Adrienne a regardé son assiette. Neil s'est agité sur sa chaise et a posé sa serviette sur la table. Comme s'il envisageait de partir. Beverly, ma mère. Qui avait été secrétaire d'école pendant 22 ans et qui savait exactement comment rendre une pièce sûre ou dangereuse. Selon la fille qui s'y trouvait, a croisé les mains devant elle et a ajouté son grain de sel. Adrienne a été acceptée dans un vrai programme. Elle a un business plan. Elle a des gens qui l'appellent. Toi. Tu as acheté une boîte à outils et loué un local derrière un magasin de pneus. Tu veux que je sois fier de ça? Je serai fier quand tu auras un vrai travail avec des avantages et un plan de retraite. Un garage n'est pas une entreprise. Marin. C'est une passade. Je suis resté assise là, les deux mains à plat sur la table pendant quelques secondes. Puis j'ai pris mon assiette, je l'ai portée à l'évier, je l'ai rincée, séchée, rangée dans le placard, et je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder personne. Le lendemain matin, je suis allé au garage et j'ai passé la raclette sur le sol. Car il avait plu pendant la nuit. Et puis, j'ai commencé à monter la charpente d'une salle de bain pour mon premier contrat payant. 1200 $. J'ai facturé à la main, sur une feuille de papier, et je l'ai envoyé par la poste avec un timbre. Voilà ce qu'était l'entreprise. Ce que j'ignorais à l'époque, ce que je n'apprendrai que 8 ans plus tard. C'est que le mois même où mon père m'a dit qu'il ne me donnerait pas 15 000 $. Parce qu'il ne jetait pas l'argent dans des gouffres. Il a donné à Adrienne 120 000 $ de mon héritage de ma grand-mère. Elle était décédée l'année précédente et avait laissé 240 000 $ à partager équitablement entre ses 2 petites filles. Hollis était l'exécuteur testamentaire. Il était censé distribuer les fonds conformément au testament. Au lieu de ça, il m'a dit que les factures médicales de grand-mère avaient tout pris. Il a dit qu'il ne restait rien. Je l'ai cru pendant 8 ans, parce que c'était mon père. Et je n'avais aucune raison de penser qu'il mentirait sur les dernières volontés d'une défunte. La première année, j'ai fait 48 000 $ de chiffre d'affaires. Je tirais des câbles, posais des cloisons sèches, coulais de petites dalles de béton. Et je faisais toutes les rénovations de salles de bain et de cuisine que je pouvais décrocher dans un rayon de 40 miles. Je répondais à mon propre téléphone, rédigeais mes propres devis sur des bloc-notes. Balayais mon propre sol à la fin de chaque journée. Et je rentrais à la maison en camion en sentant le composé à joint et la sciure de bois. L'assurance coûtait 400 $ par mois, en plus du loyer. Le deuxième camion que j'ai acheté était un Ford de 10 ans avec 92 000 miles au compteur et un haillon qui ne se fermait pas correctement. Je le maintenais fermé avec une sangle à cliquet et je l'ai utilisé pendant 2 ans avant de pouvoir me permettre de remplacer le loquet. La deuxième année, Tariq est arrivé. Il est venu à un entretien avec des bottes à embout d'acier et une chemise propre. Et il m'a dit qu'il pouvait monter un mur plus vite que quiconque que j'ai jamais rencontré. Il avait raison. Il a monté le premier mur de notre première rénovation de plusieurs pièces en 40 minutes. Sans s'arrêter une seule fois pour regarder son téléphone. Il n'a pas demandé combien le travail payait avant son deuxième jour. Quand je le lui ai dit, il a hoché la tête et a dit, « J'ai gagné moins pour de pires patrons. » Il est avec moi depuis 7 ans. Il gère tous mes chantiers maintenant, absolument tous. Et c'est la seule personne, à part moi, qui se souvient de l'odeur de ce garage en décembre. Quand le froid traversait les murs et que le café gelait si on le laissait trop longtemps sur l'établi. La troisième année, nous avions 15 employés et un vrai bureau derrière le garage. Une caravane double que j'ai achetée d'occasion sur un chantier de démolition et que j'ai posée sur des parpaings. La cinquième année, 40 employés, 2 bureaux, et des contrats dans 2 comtés. Le premier projet de plus d'1 million de $ était une bande d'espaces commerciaux dans l'est de la ville. Et quand j'ai signé le contrat, ma main a tremblé pendant 3 secondes. Et puis, elle s'est arrêtée. La 7e année, plus de 100 personnes et des projets dans 3 comtés. Et une réputation qui faisait que les entrepreneurs généraux m'appelaient, au lieu de l'inverse.
Je n'ai pas besoin de vous raconter chaque année. Parce que la progression n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que chaque année où je développais l'entreprise. Mes parents parlaient du projet immobilier d'Adrienne comme si c'était l'affaire familiale. Et de mon entreprise comme si c'était un hobby du week-end que je n'avais pas encore dépassé. Ils parlaient à leurs amis du projet d'Adrienne et du terrain d'Adrienne. Ils n'ont jamais mentionné une seule fois le nom de mon entreprise à qui que ce soit. Quand les gens demandaient à Beverly ce que faisaient ses filles, elle disait « Adrienne est dans la promotion immobilière. Marin fait des travaux de construction, comme si je passais ma vie à accrocher des étagères. Comme si une centaine de personnes ne dépendaient pas de moi pour leur salaire toutes les 2 semaines. » Le terrain d'Adrienne, pendant ce temps, restait vide. Elle l'a acheté il y a 8 ans pour 380 000 $. Le plan était de construire 30 maisons de ville. Elle a engagé un entrepreneur. Le permis a été bloqué lors de l'examen par le comté. L'entrepreneur s'est retiré au bout de 6 mois suite à un désaccord sur le périmètre des travaux. Le terrain est resté vacant. Année 1, année 2, année 3. L'herbe a poussé sur les lignes de terrassement. La clôture temporaire a rouillé. Le panneau « à vendre » qu'elle avait installé la 2e année s'est estompé jusqu'à devenir illisible depuis la route. Personne ne mentionnait rien de tout ça à Thanksgiving. Le terrain était toujours en développement. Le projet était toujours en progression. Les permis étaient toujours presque approuvés. Chaque Thanksgiving, ma mère appelait et disait « Cela signifierait beaucoup pour ton père. » Alors, j'y allais. Je m'asseyais à table et je les écoutais décrire les plans d'Adrienne pour le terrain vague d'une valeur de 38 000 $ qu'elle avait acheté 8 ans plus tôt. Je mangeais et j'hochais la tête au bon moment. Je rentrais chez moi. J'ai fait ça 6 fois. J'aurais dû arrêter après la première. Je le sais maintenant. Je le savais aussi à l'époque. Mais je continuais à y aller parce que quelque part en moi. Il y avait la petite fille de 12 ans qui voulait encore que son père lui lance la balle. 2 semaines avant l'appel d'Adrienne. Je vidais le vieux garage pour le déménagement de l'entreprise vers un nouveau siège. Un vrai immeuble de bureau avec une cour, un quai de chargement. Et une salle de conférence qui n'était pas inondée. Dans une boîte derrière le classeur, j'ai trouvé une balle de baseball, cuir usé. Couture rouge lâche d'un côté où le revêtement se détachait du noyau. Mon père et moi. Nous jouions à nous lancer la balle tous les dimanches dans le jardin jusqu'à mes 12 ans. Il a arrêté l'été où Adrienne est entrée au lycée et où tout, dans la maison, a commencé à tourner autour d'elle. Il n'a jamais dit pourquoi il avait arrêté. Il a juste arrêté de sortir. Et après 3 ou 4 dimanches à attendre dans le jardin avec une balle à la main, j'ai arrêté d'attendre. J'ai tenu la balle pendant quelques secondes, la faisant tourner, sentant les coutures. Et puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et je suis retourné à mes cartons. L'annonce du contrat est tombée un mardi. 900 millions de $ pour un projet de logements abordables en plusieurs phases. 14 parcelles dans le sud du comté, un calendrier de construction de 5 ans. Marin Voss Construction comme entrepreneur général principal. Le journal des affaires a publié l'article 2 jours plus tard avec le nom de mon entreprise en titre. Je l'ai lu à mon bureau, porte fermée, puis je suis retourné au travail. Car il y avait des permis à obtenir et 140 personnes qui avaient besoin du planning pour le trimestre suivant. 3 jours après l'article, Adrienne a appelé. J'étais dans l'ancien garage, en train de finir le dernier carton. La balle de baseball était dans le tiroir du bureau. J'ai décroché le téléphone. Rentre à la maison jeudi à 20 h. Apporte le contrat. Sa voix avait le ton de quelqu'un qui avait déjà décidé ce que vous alliez faire et qui vous informait simplement de l'heure. J'ai tenu la balle de baseball dans ma main gauche pendant que j'écoutais. Je l'ai serrée une fois. Je serai là à 20 h, ai-je dit. Je n'ai pas dit que j'apporterais le contrat. Elle n'a pas remarqué. Si vous avez déjà construit quelque chose de vos mains pendant que les personnes qui étaient censées croire en vous vous disaient que ça échouerait. Puis les avez vues appeler quand ça a réussi parce qu'elles avaient besoin de quelque chose de ce succès dont elles s'étaient moquées. Vous connaissez déjà cette histoire.
Bienvenue à nouveau sur Contes de secrets de famille. Abonnez-vous si c'est votre première fois et restez pour celle-ci. Ce que j'ai apporté à ce dîner n'était pas ce à quoi il s'attendait. 4 jours avant le dîner, Gloria a appelé. Je n'avais pas parlé à Gloria depuis 6 ans. C'était l'amie de mes parents, pas la mienne. Et la dernière fois que je l'avais vue, c'était à un Thanksgiving où elle était assise à côté de Beverly et n'avait rien dit pendant qu'Hollis me demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Son numéro s'est affiché sur mon écran un lundi après-midi. J'ai vu la nouvelle pour le contrat, a dit Gloria. Sa voix était basse, prudente. Je veux te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je suis désolé d'avoir attendu. Qu'est-ce que c'est? J'étais à la lecture du testament de ta grand-mère il y a 9 ans. J'étais témoin. La succession s'élevait à 240 000 $. Marin. La moitié pour toi. La moitié pour Adrienne. Ton père était l'exécuteur. Il était censé te donner 120 000 $. Il t'a dit qu'il ne restait rien. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je pouvais entendre Gloria respirer à l'autre bout du fil. J'étais assise juste là, a-t-elle poursuivi. J'ai entendu l'avocat lire les chiffres. 120 000 $ pour Marin Voss. 120 000 $ pour Adrienne Voss. Arlo. Ton père a signé les formulaires. J'aurais dû t'appeler cette même semaine. Je ne l'ai pas fait parce que c'était mon ami et je pensais que ce n'était pas ma place. J'avais tort. J'ai remercié Gloria et j'ai raccroché. Ma main tremblait. Pas de colère, mais de cette sorte d'incrédulité spécifique qui survient lorsque quelque chose que vous avez accepté comme vrai pendant 8 ans se révèle être un mensonge qui se trouvait dans un bâtiment public pendant tout ce temps. Attendant que vous entriez et posiez la question. J'ai ouvert le site web du greffier du comté sur mon ordinateur portable et j'ai cherché dans les registres d'homologation. Des documents publics, accessibles à quiconque ayant un nom et un numéro de dossier. Dernier testament et dernière volonté déposée il y a 9 ans. Valeur de la succession, 240 000 $. Bénéficiaire 1, Marin Voss, 120 000 $. Bénéficiaire 2, Adrienne Voss Arlo, 120 000 $. Exécuteur, Hollis Voss. Statut de la distribution, terminé. Terminé. C'était le mot sur le formulaire, comme si nous avions toutes les deux reçu ce qui nous était dû. Comme si le processus s'était déroulé comme ma grand-mère l'avait prévu. J'ai reçu 0. Le testament était public. Le mensonge était privé. Et la différence entre ces deux choses? C'était 8 ans à construire une entreprise à partir d'un garage. Pendant que les gens qui m'avaient volé disaient à leurs amis que je traversais une passade. Je suis resté assise dans mon bureau pendant 11 minutes sans bouger. La balle de baseball était dans le tiroir du bureau, à 6 pouces de ma main droite. J'ai failli appeler Hollis sur le champ. Son numéro était sur mon écran et mon pouce flottait au-dessus du bouton vert. Mais j'ai regardé la balle de baseball dans le tiroir et j'ai pensé à chaque dimanche jusqu'à mes 12 ans. Et au garage qui était inondé, et au camion qui passait à peine. Et à la facture de 1 200 $ que j'avais postée avec un timbre. Et j'ai reposé le téléphone. J'ai appelé un avocat à la place. Tariq a frappé à ma porte 20 minutes plus tard. Il a vu mon visage et n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est assis en face de moi et a attendu. Au bout d'1 minute, il a dit « Tu as mesuré ce garage avec un mètre ruban le premier jour. Tu m'as dit qu'il faisait 14 pieds de long. Quoi que ce soit. Tu le mesureras et tu le géreras. » Puis il s'est levé et est retourné au travail. C'était Tariq. 7 ans à simplement être là. L'avocate a tout confirmé en une journée. Hollis, en tant qu'exécuteur, avait une obligation fiduciaire de distribuer la succession conformément au testament. Il ne l'a pas fait. J'étais en droit de demander au tribunal des successions de rouvrir le dossier et d'exiger ma part. Plus les intérêts légaux. Elle m'a expliqué le calendrier, une lettre de mise en demeure d'abord. Puis la requête s'il refusait de payer. Le taux d'intérêt légal dans notre État ajouterait environ 4% par an. Composé sur 120 000 $ pendant 8 ans.
Ce n'était pas une petite somme. Elle a rédigé la lettre de mise en demeure le mercredi. 2 jours avant le dîner, j'ai retrouvé Gloria pour un café dans un restaurant près de l'autoroute. Elle était déjà assise dans une banquette près de la fenêtre quand je suis arrivé. Remuant son café sans le boire. Son sac à main sur le siège à côté d'elle comme si elle avait envisagé de partir avant mon arrivée. Il y a autre chose, a-t-elle dit avant que je ne m'assoie. Dis-moi. Ton père a pris une deuxième hypothèque sur la maison il y a 2 ans. 34 000 $. Il l'a donnée à Adrienne pour le projet de terrain. Une sorte de fonds d'urgence pour les permis ou les taxes. Je ne me souviens plus exactement. Comment sais-tu ça? Beverly me l'a dit lors d'un déjeuner. Elle était contrariée. Hollis ne l'avait pas consulté. Il a juste signé les papiers et le lui a dit après coup. Elle a pleuré à table. Puis elle a dit. Ne le dis à personne. Et je ne l'ai pas fait, jusqu'à maintenant. Gloria était également au courant des impôts fonciers. Adrienne ne les avait pas payés depuis 2 ans. Le comté avait déposé un privilège sur le terrain vague, 12 400 $, soit 2 ans à 6 200 $ par an. Le calcul était simple, mais la situation ne l'était pas. Donc, le terrain vaut moins que ce qu'elle a payé, ai-je dit. Les impôts sont impayés. La maison des parents est en garantie pour la deuxième hypothèque. Et Adrienne m'a appelé pour venir dîner et apporter le contrat. Gloria a hoché la tête. Ils ont besoin que tu les sauves. Marin. Ils ont besoin de toi depuis longtemps. Ils ne voulaient simplement pas l'admettre. La situation complète s'est éclaircie autour de cette tasse de café. Adrienne a acheté le terrain pour 380 000 $. L'argent provenait de 3 sources, l'héritage complet de 240 000 $, y compris ma part volée. 34 000 $ de la deuxième hypothèque des parents. Et le reste de ses propres économies et d'un petit prêt personnel. Le projet devait être de 30 maisons de ville. Il n'en a produit aucune. Les permis ont été bloqués. L'entrepreneur est parti. Le terrain est resté vacant pendant 3 ans pendant que les impôts s'accumulaient. Le privilège a été déposé il y a 6 mois et bloquait toute vente. Puis mon entreprise a remporté le plus gros contrat de l'histoire du comté. Et soudain, le terrain sans valeur d'Adrienne, à 3 miles du site du projet, pourrait redevenir précieux si la bonne entreprise acceptait d'y toucher. Rentre à la maison à 20 h. Apporte le contrat, était une opération de sauvetage déguisée en dîner de famille. Adrienne voulait que mon entreprise soit associée à son terrain pour pouvoir refinancer le prêt. Lever le privilège, et protéger la maison de nos parents. Tout le dîner était une réunion de présentation déguisée. Tout le monde à cette table allait s'asseoir et me demander de sauver l'investissement qu'il avait fait avec l'argent qu'il m'avait volé. L'ironie de la chose était si pure qu'elle n'avait presque pas besoin de confrontation. Presque. J'ai failli ne pas envoyer la lettre. J'ai failli arriver sans prévenir et tout déballer en face à face. Comme je gère tout sur un chantier, directement, sans avertissement. Sans donner à quiconque le temps de répéter sa réponse. Mais Tariq a dit quelque chose ce matin-là qui m'a arrêté. Nous étions dans la cour, devant le nouveau bureau. À regarder la caravane être chargée sur un camion plateau, et je lui ai dit ce que je prévoyais. Il a écouté, comme il écoute toujours, les bras croisés et le poids sur sa jambe arrière. Et puis il a dit. Ne leur laisse pas le premier coup. Ça fait 34 ans que tu leur laisses le premier coup. Il avait raison. J'ai fait envoyer la lettre recommandée à la maison le mercredi matin. Elle est arrivée jeudi à 10 h. L'enveloppe portait la mention « Courrier recommandé » avec accusé de réception. Contenu, une chronologie commençant il y a 9 ans avec le testament. Les documents de la succession homologués. La demande de mon avocate pour 120 000 $ plus les intérêts légaux. Et une phrase de conclusion que j'ai écrite moi-même, pas l'avocate. Je ne développerai pas le terrain d'Adrienne. Je ne paierai pas la deuxième hypothèque. Le contrat est à moi. Il n'appartient pas à la famille. Adrienne m'a envoyé un texto à 14 h, c'est quoi cette lettre? Aucune réponse. 15 h 15, maman pleure.
Papa ne veut pas sortir du garage. Aucune réponse. 16 heures, tu as envoyé une lettre d'avocat à la maison de papa et maman? Tu es sérieuse? Aucune réponse. 18 heures, tu viens toujours à 20 heures? Un mot, oui. Je pouvais imaginer la maison. Beverly à la table de la cuisine avec la lettre et une tasse de thé qui avait refroidi. Hollis dans le garage, assis sur le tabouret qu'il garde près de l'établi. Lisant la lettre de mise en demeure pour la 3e fois et essayant de trouver une issue qui n'impliquait pas le mot au pardon. Adrienne faisant les 100 pas. Ni lisant la copie du testament et assemblant des pièces du puzzle que personne ne lui avait jamais montré. Ce soir-là, j'ai mis ma veste. J'ai pris la balle de baseball du tiroir de mon bureau et l'ai glissée dans la poche intérieure. Le cuir était chaud et les coutures appuyaient contre ma paume à travers la doublure. Je suis allé chez Gloria et je suis passé la prendre à 19h30. Nous sommes restés assises dans la voiture un instant avant que je ne démarre. « Tu es sûr que tu veux que je sois là ?» a demandé Gloria. « Tu étais là la première fois qu'ils l'ont choisi à ma place. Je veux que tu sois là pour la dernière fois. » Gloria a hoché la tête. Nous avons roulé en silence jusqu'à la maison de mes parents. La lumière du Porsche était allumée. 2 voitures dans l'allée, le camion d'Hollis et la berline de Neil. Je me suis garé dans la rue. J'ai touché la balle de baseball à travers le tissu de ma veste. Senti les coutures lâches contre ma paume. Puis je suis sorti. Si vous êtes déjà entré dans une pièce où tout le monde connaît déjà la vérité et où personne ne veut la dire à voix haute. Où l'enveloppe est déchirée sur le comptoir et où l'air semble peser sur vos épaules. Vous savez à quoi ressemblait cette cuisine à 20 heures, un jeudi soir. Si vous êtes toujours là, c'est conte de secrets de famille. La suite est la raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire. L'enveloppe déchirée était sur le comptoir près du grille-pain, ouverte d'un bout à l'autre. L'autocollant du courrier recommandé encore collé dessus. Beverly se tenait près de la cuisinière avec un torchon dans les mains, ne cuisinant pas. Ne réchauffant rien, juste tenant le tissu contre son ventre comme une compresse. Ses yeux étaient rouges et elle n'avait pas refait son maquillage. Ce qui me disait qu'elle avait pleuré ce matin-là et avait cessé d'essayer de le cacher dans l'après-midi. Hollis était assis en bout de table. Les 2 avant-bras à plat sur le bois et la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir à sa tempe. Il portait la même chemise en flanelle qu'à chaque dîner de famille. Celle avec le poignet effiloché sur la manche gauche. Adrienne était en face d'une chaise vide, les bras étroitement croisés contre ses côtes. Son dos ne touchant pas la chaise. Neil était assis à côté d'elle, silencieux, les mains jointes sur la table devant lui. La posture d'un homme à qui on avait dit d'être là et qui avait accepté sans savoir pourquoi. Jusqu'à ce que la lettre arrive. Je suis entré. Gloria est entrée derrière moi. Les yeux d'Adrienne se sont tournés vers Gloria et son visage a changé. Pourquoi est-elle ici? Elle était ici la première fois. J'ai sorti la copie imprimée du testament homologué de l'intérieur de ma veste et je l'ai posée sur la table de la cuisine. Face visible. Pas le contrat, le testament. Adrienne l'a fixé. Tu n'as pas apporté le contrat. J'en ai apporté un autre. L'atmosphère de la pièce a changé. Personne ne s'est levé ou assis, mais le poids s'est redistribué. Adrienne s'est penchée en avant, décroisant les bras. Essayant de ramener la conversation à son plan. Ton site de projet est à 3 miles de mon terrain. Si tu développais ne serait-ce que 10 acres en tant qu'extension résidentielle. Je pourrais refinancer le prêt, lever le privilège. Et nous pourrions tous aller de l'avant. Ça pourrait marcher pour tout le monde. Marin. C'est une bonne affaire. Non. Hollis s'est redressé sur sa chaise. Laisse-la finir, Marin. Tu as lu la lettre que je t'ai envoyée. On a dépassé le stade des propositions. Silence. Les mains de Beverly se sont resserrées autour du torchon. Gloria s'est assise sur la chaise près de la fenêtre. Au même endroit qu'elle avait occupé il y a 8 ans quand Hollis m'avait dit que je ferais faillite en 6 mois. Beverly a parlé la première. Grand-mère aurait voulu que l'argent aille là où il était nécessaire, a-t-elle dit. Sa voix était prudente,
répété, comme si elle avait pratiqué cette phrase depuis 10 heures ce matin-là. Quand elle avait ouvert la lettre. Adrienne avait un vrai plan. Elle avait des investisseurs. Elle avait un programme. Grand-mère voulait que ce soit partagé équitablement. C'est pour ça qu'elle l'a écrit dans le testament. Elle n'a pas écrit. Donnez-le à la fille qui en a le plus besoin. Elle a écrit 2 noms et 2 chiffres. Tu étais l'exécuteur. Papa. Tu as signé les papiers. Tu étais censé suivre ce qu'elle avait écrit. Tu as choisi de ne pas le faire. La mâchoire d'Olys a bougé une fois, mais rien n'est sorti. Je pouvais voir les muscles de son cou se tendre. Comme il se tendait quand il décidait s'il devait crier ou se taire. Il a choisi le silence. Il choisissait toujours le silence quand il était en train de perdre. Il y a 8 ans. Je me suis assise à cette table et je vous ai demandé 15 000 $. Tu m'as dit que tu ne jetais pas l'argent dans des gouffres. Ce même mois. Tu as pris 120 000 $ qui m'appartenaient, que grand-mère m'avait laissé nommément, par écrit. Dans un document légal. Et tu les as donnés à Adrienne pour l'achat d'un terrain. Tu m'as dit que les factures médicales de grand-mère avaient tout pris. Tu m'as regardé en face et tu as menti. Le torchon de Beverly était chiffonné en un nœud. Les mains d'Olys étaient pressées à plat contre la table, les doigts écartés. Les veines saillantes sur le dos de ses mains. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai passé la raclette sur le sol de mon garage parce qu'il avait plu. J'ai monté la charpente d'une salle de bain le lendemain matin. J'ai envoyé une facture de 1 200 $. Et vous étiez assis ici? Sachant que vous aviez donné mon héritage à Adrienne et vous ne m'avez rien dit. J'ai fait une pause. Que pensiez-vous qu'il allait se passer? Que je ne le découvrirais jamais? Que le bureau du greffier du comté fermerait? Que Gloria se tairait pour toujours? Gloria, assise près de la fenêtre, n'a pas bronché. Elle a regardé Olys avec l'expression calme d'une femme qui avait attendu 9 ans pour être dans cette pièce. À ce moment précis. Vous avez qualifié mon entreprise de passade. Vous avez dit que je ferais faillite en 6 mois. Vous avez dit que le garage n'était pas une entreprise. Vous avez dit que vous ne jetiez pas l'argent dans des gouffres. Je me suis tourné pour faire face directement à Adrienne. Tu as acheté un terrain de 380 000 $ avec mon héritage, la deuxième hypothèque de nos parents. Et tes propres économies. Le terrain est vide depuis 3 ans. Il y a un privilège fiscal de 12 400 $ dessus. Tu ne peux pas le vendre parce que le privilège bloque le titre de propriété. Tu ne peux pas le développer parce que le permis a été bloqué et que l'entrepreneur est parti. Tu ne peux pas payer les impôts parce que tu n'as pas l'argent. Et tu m'as convoqué à cette table pour me demander de sauver ton investissement raté avec un contrat que j'ai bâti à partir d'un garage qui est inondé. Je me suis retourné vers Olys. C'est ça, le gouffre dans lequel tu as jeté de l'argent, papa. Le mien. La pièce était silencieuse. Neil a pris la copie du testament sur la table. Il l'a retournée. Il l'a lu ligne par ligne, son doigt traçant le texte. Son visage changeant quelque part autour de la section des bénéficiaires. Il a regardé Adrienne. Elle n'a pas voulu croiser son regard. Tu m'as appelé et tu as dit, apporte le contrat, ai-je dit à Adrienne. Tu voulais que j'associe mon entreprise à ton terrain pour que tu puisses refinancer le prêt. Lever le privilège. Et protéger cette maison. Ce n'est pas un dîner de famille. C'est une réunion de présentation. Et la réponse est non. La bouche d'Adrienne s'est ouverte. Marin. Ça te prendrait 10 acres. Dis, ce n'est rien sur un projet de cette taille. Tu ne le sentirais même pas. J'ai senti chaque dollar des 120 000 $ que tu m'as pris. J'ai senti chaque dimanche après que papa a arrêté de jouer à la balle. J'ai senti chaque Thanksgiving assise à cette table à t'écouter parler. De ton projet pendant que personne ne mentionnait le mien. Tu veux que je sente 10 acres? Je ne ressens plus rien à cette table. La bouche d'Olys s'est ouverte et fermée. Ses yeux se sont tournés vers Beverly. Beverly fixait la nappe, le torchon tordu entre ses 2 mains comme un chiffon mouillé. Elle n'a pas levé les yeux.
La main droite d'Hollis a quitté la table et a agrippé son propre genou. Sa chaise a grincé alors qu'il déplaçait son poids vers l'arrière. Le souffle d'Adrienne est sorti par son nez. Une expiration sèche et assez forte pour être entendue de l'autre côté de la pièce. Ses yeux se sont tournés vers Neil, mais Neil était toujours en train de lire. Je ne vais pas développer le terrain d'Adrienne. Je ne vais pas payer la deuxième hypothèque. Je ne vais pas couvrir le privilège fiscal. Mon avocate a déposé hier une requête pour rouvrir la succession de grand-mère pour les 120 000 $ qui m'étaient dus. Plus les intérêts légaux. C'est le seul contrat entre nous maintenant. Hollis a repoussé sa chaise de la table. Il a posé sa main à plat sur sa poitrine, pressant le tissu de sa chemise contre son sternum. Tu veux me tuer? C'est de ça qu'il s'agit? Tu veux que je tombe raide mort ici? À cette table? Je l'ai regardé pendant un long moment. Sa main était sur sa poitrine. Ses yeux étaient humides. Sa voix avait le tremblement d'un homme habitué à ce que la pièce se plie à sa volonté et qui venait de la sentir se redresser. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti la balle de baseball, cuir usé. Couture rouge lâche d'un côté où le revêtement se détachait. La balle qu'il me lançait chaque dimanche jusqu'à mes 12 ans. Jusqu'à ce qu'Adrienne entre au lycée et qu'il arrête de sortir. Arrête de me demander si je voulais jouer, arrête de remarquer que j'attendais dans le jardin. J'ai posé la balle de baseball sur la table entre nous. La même table où il m'avait dit que je ferais faillite. La même table où Beverly avait qualifié mon entreprise de passade. La balle reposait là, légèrement de travers, les coutures s'effilochant. Tu as dit faillite en 6 mois. Tu as donné mes 120 000 $ à celle qui a fait faillite. Elle? Oui. Moi, non. C'est ça, le contrat. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Gloria s'est levée et m'a suivi. J'ai failli reprendre la balle de baseball. Ma main était sur la poignée de la porte, et j'ai regardé par-dessus mon épaule et je l'ai vue. Posé sur la table entre l'enveloppe déchirée, le testament imprimé, et le torchon tordu de Beverly. Les coutures se défaisaient. J'ai pensé à chaque dimanche jusqu'à mes 12 ans. Et à chaque dimanche suivant où il avait cessé de venir. Je l'ai laissé là. Il pouvait la garder. Je n'en avais plus besoin. Personne ne m'a arrêté. La porte s'est refermée derrière nous. La lumière du porche était toujours allumée. Gloria et moi sommes montés en voiture et sommes partis. 3 semaines après le dîner. Le comté a envoyé à Adrienne un dernier avis concernant le privilège fiscal, 12 400 $. Où des procédures de vente forcée commenceraient dans 90 jours. L'avis est arrivé un mardi dans une enveloppe brune avec le sceau du comté. Adrienne s'est assise à sa propre table de cuisine, pas celle de ses parents. Avec l'avis étalé et une calculatrice à côté. Elle a refait les calculs 3 fois. La valeur estimée du terrain avait chuté à 290 000 $. Soit 90 000 $ de moins que ce qu'elle avait payé il y a 8 ans. Elle devait 12 400 $ d'arriérés d'impôts, 34 000 $ sur le prêt que ses parents avaient co-signé. Et la demande de mon avocate pour 120 000 $ plus les intérêts. Le total des obligations liées au terrain dépassait sa valeur. Elle ne pouvait pas le vendre pour assez cher pour éponger les dettes. Elle ne pouvait pas le développer sans les permis et le capital qu'elle n'avait pas. Elle a fermé l'application de la calculatrice. L'écran est devenu noir et elle est restée assise à le regarder. Comme on regarde une horloge arrêtée qui n'a pas de pile qu'on peut remplacer. Gloria a raconté la vérité à 2 amies communes la semaine suivante. Des femmes qui connaissaient la famille depuis 3 décennies. Qui avaient été aux fêtes de Noël et au barbecue d'été chez Beverly et qui avaient toujours entendu l'histoire du projet de développement d'Adrienne racontée avec fierté. Et celle de l'entreprise de Marin racontée avec un haussement d'épaule. Gloria n'a pas dramatisé. Elle s'est assise dans un café et a dit. Marin devait recevoir 120 000 $ de la succession de sa grand-mère. Hollis a tout donné à Adrienne et a dit à Marin qu'il ne restait rien. Une des femmes a appelé Beverly ce week-end-là pour lui demander si c'était vrai. Beverly a dit, c'est plus compliqué que ça. Et a raccroché avant que la femme ne puisse poser une autre question. La semaine suivante.
Le groupe de déjeuner mensuel a envoyé un fil de discussion pour planifier leur prochaine rencontre. Le nom de Beverly n'y figurait pas. Personne n'a appelé pour expliquer pourquoi. Personne n'a envoyé un message séparé. Le texto est simplement arrivé sans elle, et Beverly s'est assise dans sa cuisine ce matin-là, lisant un fil de discussion de groupe dont elle ne faisait plus partie, tenant son téléphone à 2 mains. Neil a interrogé Adrienne sur l'héritage 2 jours après le dîner. Il avait lu le testament à table et était resté assis pendant le reste de la soirée sans dire un mot. Pas pendant le coup de grâce, pas pendant la phrase qui tue, pas quand Hollis a saisi sa poitrine. Il est rentré en voiture avec Adrienne en silence. À la maison. Assis sur le bord de leur lit pendant qu'Adrienne se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain en se brossant les dents. Il a demandé, « Savais-tu que ton père avait pris la part de Marin quand il t'a donné l'argent ?» Adrienne a craché dans le lavabo. « Je ne veux pas en parler. » C'est 120 000 $, Adrienne. Elle était censée recevoir ça de sa grand-mère. J'ai dit, « Je ne veux pas en parler. » Il a redemandé le lendemain matin au petit déjeuner. Elle lui a donné la même réponse, cette fois sans lever les yeux de son café. Il a arrêté de demander après ça. Mais il a commencé à dormir sur le canapé du salon 3 nuits par semaine. Quand Adrienne a demandé pourquoi, il a répondu un mot, « Je réfléchis ». Il n'a pas élaboré. Elle n'a pas insisté. Le canapé est devenu sa place le lundi, le mercredi et le vendredi. Et ils ont tous les deux fait semblant que c'était à cause de son dos. Le trajet d'Adrienne passait par l'autoroute 7 chaque matin. Elle conduisait Neil au service des eaux du comté où il travaillait et continuait jusqu'à son propre bureau. Un poste dans une société de gestion immobilière qui lui rapportait 41 000 $ par an. Un salaire qui couvrait les factures mais pas les dettes. Et certainement pas les 12 400 $ d'arriérés d'impôts que le comté voulait pour septembre. 3 semaines après le dîner, un panneau d'affichage a été installé à l'entrée du site du projet. Marin Vos Construction, entrepreneur général principal. Lettre blanche sur acier bleu foncé, 60 pieds de haut. Visible à 400 yards sur l'autoroute avant la bretelle de sortie. Avant que vous ne puissiez décider de détourner le regard. Adrienne l'a vu le premier matin et n'a rien dit. Neil, sur le siège passager, n'a rien dit non plus. Mais ses yeux sont restés fixés sur le panneau pendant 5 bonnes secondes alors qu'il passait. Elle a pris l'autoroute 7 le 2e matin et a gardé les 2 mains sur le volant et les yeux droit devant. Le 3e matin, elle a pris la rocade à la place. 12 minutes supplémentaires à l'aller et au retour. 24 minutes de trajet par jour qu'elle ne faisait pas avant. Ajoutée à son trajet parce qu'elle ne pouvait pas regarder le nom de sa sœur en lettres blanches sur un panneau de la taille d'un immeuble. Le 4e matin, elle a de nouveau pris la rocade sans le mentionner. Elle a arrêté de prendre l'autoroute 7. Après cela, Neil l'a remarqué. Il n'a pas posé de questions. 6 semaines après le dîner. J'étais assise à mon bureau dans le nouveau bureau sur le site du projet. Un bâtiment modulaire temporaire, mur blanc, moquette industrielle. Une fenêtre orientée à l'est vers la première phase du développement. Mon bureau avait 2 choses dessus, en plus des dossiers du projet. D'abord, la copie encadrée de la première facture que j'ai jamais envoyée. 1 200 $ manuscrits sur une feuille de papier pour une rénovation de salle de bain il y a 8 ans. Tariq l'a encadré à Noël dernier. Il l'a apporté un lundi matin, l'a posé sur mon bureau sans un mot, et est sorti. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Il a juste su. Deuxièmement, la liste de l'équipe du projet, 140 noms imprimés sur 3 pages. Épinglés au tableau de liège derrière ma chaise. Chaque nom était quelqu'un que j'avais embauché. Chaque chèque de paie provenait d'une entreprise qui avait commencé dans un garage de 11 pieds 2. Large et qui était inondé une fois par mois. La balle de baseball n'était pas dans ce bureau. Elle était sur la table de cuisine d'Hollis, ou dans un tiroir, ou jetée. Où qu'elle est finie, elle n'était plus à moi. Par la fenêtre, les premiers coffrages de fondation étaient en train d'être installés. Des camions toupies s'alignaient sur la route d'accès, les moteurs tournant au ralenti. Les gaz d'échappement s'élevant dans l'air matinal. Tariq était dehors avec un casque de chantier,
parlant à un grutier. Pointant quelque chose sur le plan du site, ses bottes couvertes de boue jusqu'aux chevilles. L'air sentait le béton frais, le diesel, la terre retournée et le bois neuf. Ça sonnait comme le travail. Ça sonnait comme 140 personnes faisant ce que j'avais commencé seul dans une pièce de la taille d'une place de parking. Pendant ce temps, Adrienne était assise à sa propre table de cuisine avec un avis d'imposition. Une calculatrice et un terrain qui ne faisaient pousser que des mauvaises herbes et des intérêts. Dans une autre maison. Holly s'était assis en bout de sa table où reposait une balle de baseball intacte et où une enveloppe déchirée traînait sur le comptoir. Et la chaise de Beverly au déjeuner mensuel restait vide pour la deuxième fois consécutive. Mon téléphone avait un appel manqué de Beverly, datant de 2 semaines, sans message vocal. Elle avait appelé, laissé sonner, puis raccroché avant que le répondeur ne se déclenche. Comme elle a toujours géré les choses qu'elle ne veut pas dire à voix haute. J'ai regardé la notification un instant, l'ai fermée, et j'ai ouvert le planning du projet. La phase 1 était dans les temps. Première coulée de béton demain. Les géomètres avaient fini de jalonner la deuxième parcelle. 140 noms sur la liste. Et pas un seul n'était celui de quelqu'un qui m'avait dit que je ferais faillite en 6 mois. Il y a 8 ans, mon père m'a dit que j'échouerais. Ma mère a qualifié mon entreprise de passade. Ils ont pris mon héritage et l'ont donné à la fille en qui ils croyaient. Et l'investissement de cette fille se trouve sous un privilège fiscal sur un terrain qui ne fait pousser que des mauvaises herbes. Des intérêts et des regrets. La fille qu'ils ont méprisée est en train de couler les fondations d'un projet de 900 millions de dollars depuis un bureau qui n'est pas inondé. Avec une équipe qui se présente chaque matin et une facture encadrée sur son bureau qui prouve où tout a commencé. 1200 $. Manuscrit, envoyé avec un timbre. Par la fenêtre, le site était bruyant, des camions reculant, des pompes à béton vrombissant. Quelqu'un criant des instructions à travers le terrain. La voix de Tariq, calme et assuré, portant par-dessus le bruit des moteurs. Ça sonnait comme 140 personnes construisant quelque chose qui durerait. Ça sonnait comme le contraire d'une passade. Ça sonnait comme la permanence. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous savez pourquoi j'ai raconté cette histoire, pas par vengeance. Parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est en train de mesurer un garage avec un mètre ruban et ses parents appellent ça une passade. Si c'est vous, continuez à mesurer. Les fondations sont la partie que personne ne voit, et c'est la partie qui soutient tout le reste. Merci d'avoir regardé Contes de secrets de famille. Abonnez-vous et je vous verrai dans le prochain.